Le 26 février 1985, c'est la séance de la clôture de la conférence de Berlin. 12 pays européens, l'Empire ottoman et les États-Unis signent l'acte final qui fixe des règles d'entente concernant la colonisation de l'Afrique. Celles-ci sont les suivantes. Liberté du commerce et de navigation dans le bassin du Congo, liberté de navigation pour le bassin du Niger, engagement dans la lutte de la traite de l'esclavage et définition de règles pour les occupations futures sur les côtes du continent africain. Cette conférence a été aussi l'occasion pour le roi des Belges Léopold II d'obtenir à titre personnel ce qui fut nommé l'État indépendant du Congo. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement majeur, son contexte, ses enjeux et ses conclusions, je vous invite à visualiser la présentation de Axe Culture Générale qui interviendra dans cette vidéo. Le lien s'affiche en haut à droite et figure dans la description. Les choses étant dites, il est temps de nous pencher sur les conséquences désastreuses et criminelles de la conférence de Berlin. Contrairement à une idée reçue, le sujet de la conférence de Berlin à proprement parler n'était pas le découpage de l'Afrique. Ces tracés eurent lieu avant, pendant et après. Cependant, ce rassemblement diplomatique accéléra considérablement le processus de partage des terres qui fut nommé par les Britanniques Scramble for Africa, entendez ruer vers l'Afrique, ou encore course au clocher par les Français. En quelques années, la plupart des frontières sont définies par les Européens, malgré les nombreuses résistances des peuples colonisés. Les résistants se sont opposés vaillamment contre l'oppresseur occidental durant toute la période de la colonisation. Parmi les principales résistances, on peut citer les Zoulous en Afrique du Sud, l'Empire de Sokoto au Nigeria, les Ashanti en Gold Coast, Samori Touré en Guinée, Lat Dior en Sénégambie ou encore l'insurrection mahdiste au Soudan. Et ce ne sont que quelques exemples. Entre Européens, excepté la seconde guerre des Bourses, il n'y eut pas de guerre ouverte sur le territoire africain. Néanmoins, les tensions et crises diplomatiques furent inévitables. Pour n'en citer qu'une, en 1898 eut lieu la crise de Fashoda où les Britanniques, qui avaient pour projet de relier le sud et le nord de l'Afrique, rencontrèrent les Français voulant relier l'ouest à l'est. L'issue de ce conflit fut pacifique avec un retrait des troupes françaises en faveur du Royaume-Uni. En contrepartie, les Britanniques s'engagèrent à soutenir la France dans ses prétentions pour l'obtention du Maroc. Ainsi, en 1902, les 3/4 du continent sont sous la domination des colons. Enfin, en 1912, le Maroc est le dernier État africain à être colonisé. Les seuls États non colonisés sont l'Éthiopie, qui a réussi à résister aux Italiens grâce à l'armée de Ménélique II, et le Libéria, indépendant depuis 1847. Les frontières mises en place progressivement par les Occidentaux furent tracées sans tenir compte la plupart du temps des peuples vivant sur ces terres. Seul l'intérêt commercial et la volonté de puissance importaient aux yeux des Européens. La frontière à l'européenne n'était pas celle pratiquée par les peuples africains. En effet, il s'agissait plutôt de zones vierges dans lesquelles étaient pratiqués des échanges entre peuples. Ainsi, cette division des terres méprisait souvent les réalités identitaires, linguistiques, religieuses et politiques des sociétés africaines précoloniales. Pour citer un exemple, l'ancien royaume du Congo fut découpé entre l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Les délimitations étaient décidées en fonction du premier qui plantait son drapeau et même parfois avant qu'il le soit. Ainsi, en coulisses de la conférence de Berlin, le roi des Belges, Léopold II, s'est octroyé le Katanga d'un coup de crayon en compensation d'une exigence française dans le Bas-Congo. Si elle suivait parfois des éléments naturels comme les reliefs ou les cours d'eau, ces tracés furent effectués à la règle de façon arbitraire dans 42% des cas. Britanniques et Français établirent 60% des frontières. Parmi les découpages les plus farfelus, on peut citer la Gambie qui n'est pas loin de couper le Sénégal en deux. Au sortir de la colonisation, les 17 et les 21 juillet 1964 au Caire, les États membres de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, s'engagèrent à respecter les frontières existantes au moment où ils ont accédé à l'indépendance.
L'objectif était d'éviter les conflits liés à des désaccords frontaliers, de permettre une stabilité des territoires et ainsi favoriser le développement économique. Un retour en arrière semblait impossible car 3 à 4 générations s'étaient succédées depuis la colonisation et s'étaient familiarisées à ses limites. Il leur fallut donc s'approprier les frontières qui leur avaient été imposées à la fin du siècle précédent. Cependant, ces délimitations héritées de la colonisation furent l'une des causes de plusieurs guerres qui eurent lieu après les indépendances. Une autre cause fut les divisions entre les peuples au sein d'un même pays. En effet, il faut dire que bien souvent, les Européens ont profité de l'hétérogénéité des peuples au sein des zones qu'ils avaient délimitées pour favoriser un peuple au détriment d'autres. Cette hiérarchisation entre ethnies, telle qu'ils les désignaient, accompagnée du problème des frontières et d'autres facteurs, entraînèrent ainsi plusieurs guerres après la décolonisation. La plus connue est certainement celle du Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus, qui entraîna le génocide des Tutsis. Nous pouvons citer aussi la guerre du Biafra au Nigeria entre 1967 et 1970, où le pays fut coupé en deux durant cette période, résultat de tensions opposant le peuple Igbo, qui était favorisé par les Français, au peuple Yoruba et Hausa. Derrière le vernis de la mission civilisatrice et de la fin de l'esclavage, mis en avant dans les articles 6 et 9 de l'acte final de la conférence de Berlin, se cachaient en réalité des intérêts économiques et une volonté de puissance qui étaient les principaux moteurs. En effet, pas de ruée vers les terres africaines sans quête de richesse et de prestige pour les Occidentaux. Pour se rendre compte de cela, il est intéressant de lire un extrait d'un manuel de géographie de cours moyen en 1902. Plus tard, au XVIIe siècle, le désir de faire une France plus grande et celui de faire bénéficier nos frères lointains des bienfaits de la civilisation les poussèrent à coloniser. Peu de peuples ont montré un pareil désintéressement. Ces conquêtes ont eu une très grande utilité pour notre patrie au point de vue économique. Les colonies achètent à la métropole ses produits manufacturés et lui fournissent les matières premières, sucre de canne, riz, coton, laine, caoutchouc, ivoire. Elles favorisent la marine marchande. Au point de vue militaire, elles offrent à notre flotte de guerre des lieux de refuge et des points d'appui. On peut voir ici de façon grossière l'hypocrisie occidentale de l'époque. Il est en effet vanté le fait que la civilisation soit apportée de façon totalement désintéressée pour affirmer juste après les intérêts financiers et militaires de la colonisation. Concernant la Belgique, l'historien Jules Marchal estime à 220 millions de francs de l'époque les bénéfices engendrés en faveur du roi Léopold II durant son vivant, soit environ 1 milliard d'euros à l'heure actuelle. L'Afrique devient donc, pour utiliser un euphémisme, un partenaire commercial privilégié des puissances occidentales. On y exporte des matières premières qui sont acheminées en Europe afin d'être revendues sous forme manufacturée. Des infrastructures souvent vantées comme étant les bienfaits de la colonisation sont développées, mais elles servent avant tout les colons. Les réseaux routiers et voies ferrées ont pour essentiel objectif de faciliter l'acheminement des marchandises venant de l'intérieur vers les littoraux afin de les exporter vers l'Occident. Les écoles et hôpitaux sont créés principalement pour le bon fonctionnement des colonies, donc dans l'intérêt des colons, plus que dans l'intérêt des colonisés. Quant aux ressources minières, elles sont extraites dans des conditions dignes de l'esclavage. Mettre fin à l'esclavage pour imposer le travail forcé. Derrière les beaux mots prononcés à Berlin entre 1884 et 1885, voilà la réalité qui fut appliquée par l'ensemble des colonisateurs. Tuvalu Uenu, militant dahoméen au début du XXe siècle, disait à ce propos « Après l'esclavage qui fait de l'Africain un article d'exportation, on passe à un régime où ce dernier est soumis à un esclavage à domicile. » Pour illustrer cela, penchons-nous sur l'œuvre coloniale du roi Léopold II de Belgique,
qui entretenait une image de philanthrope et d'humaniste. En 1876, ce dernier affirmait sa volonté d'ouvrir à la civilisation la seule partie du globe où elle n'avait pas encore pénétré, afin de percer les ténèbres qui enveloppaient des populations entières et de lutter contre la traite des esclaves. Devenu en 1885, lors de la conférence de Berlin, seul maître de l'État indépendant du Congo, territoire 80 fois plus grand que le pays dont il était souverain, il confisqua rapidement les terres aux populations locales pour les céder à des sociétés privées spécialisées notamment dans l'exploitation du caoutchouc et de l'ivoire. Les Congolais furent ainsi soumis au travail forcé. S'en est suivi ce qu'on appelle aujourd'hui le temps des exterminations. Des villages brûlés, leurs habitants massacrés, des exécutions sommaires en série. Voici le sort qui attendait les personnes qui osaient s'opposer au système colonial de Léopold II. On coupait les mains et les oreilles des personnes jugées trop lentes au travail. Le but étant de soumettre les populations à un régime de terreur afin de leur imposer des cadences de production insoutenables pour soutirer un maximum de richesses. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, la gestion génocidaire du roi Léopold II est révélée dans les journaux occidentaux. Le rapport le plus marquant était celui de Roger Casement qui affirma « J'ai vu assez de choses dans cette brève période du sort de ce peuple et je suis honteux de ma propre couleur de peau, là où le fait d'être blanc signifie égoïsme et oppression impitoyable. » Les chiffres avancés par certains spécialistes affirment qu'il y a eu plus de 10 millions de morts à cette époque au Congo belge, ce qui situe le civilisateur Léopold II à une place de choix entre Staline et Hitler. L'exemple du Congo belge étant fait, il faut dire que l'Allemagne aussi s'illustra dans l'horreur. Ainsi, en Namibie, fut mis en place le génocide des Herero et des Namas, qui refusaient l'augmentation des impôts et le travail forcé. Les chiffres font état de l'extermination de 80% des Herero, soit 65 000 personnes, et de la moitié des Namas, 20 000 personnes. En Afrique orientale, en actuelle Tanzanie, la guerre des Maji-Maji, qui s'était révoltée pour les mêmes raisons, fit plus de 180 000 morts. Côté français, la construction du chemin de fer Congo-Océan de 1921 à 1934 dans le Congo-Brazzaville tua 17 000 hommes, soit presque 15% des travailleurs présents. Lorsque la ligne ferrée fut terminée, on pouvait entendre dans un reportage « C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. » Ainsi donc, la mission civilisatrice au sein de la population africaine fut la cause de nombreux morts qui sont difficiles à quantifier. Quant aux révoltes, je ne vous ai cité que quelques-unes parmi tant d'autres. Considérant cela, il est donc tout à fait cohérent de considérer la colonisation comme un crime contre l'humanité. L'Afrique avait-elle réellement besoin d'être civilisée? Les Africains étaient-ils des sauvages, des âmes perdues? La réponse est bien évidemment non. En effet, malgré un affaiblissement dû aux traites esclavagistes, l'Afrique comptait des États bien administrés, allant d'empire aux plus modestes chefferies, en passant par les rois et cités-États. Ceux-ci disparurent pour la plupart lors de la colonisation. Le résultat de cette imposition civilisatrice fut une acculturation des peuples africains subsahariens. Sur le plan politique, nos États sont maintenant calqués sur le modèle occidental. Nombreux sont d'ailleurs les dirigeants qui furent placés à la tête de nos pays par la volonté des anciennes puissances coloniales. Malgré les pseudo-indépendances de nos États, des accords économiques et politiques obligent nos dirigeants à rendre des comptes et demander la permission pour certaines décisions importantes. Ce qui réduit le rôle de nos chefs d'État africains à des gouverneurs et non des présidents. Ceux qui ont essayé de s'opposer à ce système ont été soit écartés, sabotés
ou tout simplement assassinés comme Lumumba, Thomas Sankara, Laurent Gbagbo, pour ne citer qu'eux. Ce phénomène a un nom, l'ingérence occidentale. Le sujet est toujours d'ailleurs d'actualité quand on voit ce qui se passe actuellement au Mali. Sur le plan linguistique, nos langues nationales sont bien souvent l'anglais, le français ou encore le portugais, au détriment du Haoussa, du Lingala, du Umumbu et bien d'autres. Sur le plan culturel, nous avons des références occidentales. On peut illustrer cela avec la réticence que l'on peut avoir à donner des noms africains, préférant des prénoms occidentaux ou des noms qui sont des mots en français. Quant au plan spirituel, nos pratiques ancestrales sont bien souvent dénigrées, voire associées abusivement à de la sorcellerie. Concernant les matières premières, elles sont toujours en grande partie exportées pour revenir sous forme manufacturée. Ajoutez à cela, la monnaie de certains pays africains est issue directement de l'ancienne monnaie coloniale et nous oblige toujours à rester sous la coupe occidentale, ce qui amoindrit notre compétitivité et nous empêche d'avoir notre indépendance financière. Enfin, la dette africaine est un héritage de la colonisation qui est l'une des plus grandes mascarades et non-sens de l'histoire, car c'est à l'envahisseur de rendre des comptes et de réparer, et non l'inverse, si je ne m'abuse. Le modèle civilisationnel occidental est progressivement remis en cause, ne serait-ce que par l'état du monde actuel qui montre clairement ses limites. À terme, on constate d'importantes et dramatiques accentuations de la pauvreté et de grandes disparités entre classes sociales. Autre conséquence désastreuse, la technologie et le progrès ont engendré par exemple le réchauffement climatique qui constitue les défis et dangers de demain. Ma vidéo se termine ici. Dans cet exposé des conséquences de la conférence de Berlin, j'ai voulu vous montrer que la colonisation n'a eu aucun effet positif. Je dis bien aucun. Donc j'espère vous avoir convaincu. À titre de comparaison, dirions-nous que l'occupation de la France par l'Allemagne entre 1940 et 1944 a eu des effets bénéfiques? Je vous laisse méditer là-dessus. Ma liste des conséquences est non exhaustive, donc je vous laisse en rajouter d'autres dans les commentaires, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Je vous demanderai aussi de rester courtois, s'il vous plaît, malgré la sensibilité du sujet. Cette vidéo a été faite en partenariat avec Axe Culture Générale, que je remercie bien entendu, et le lien de la première partie de la vidéo est en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne et vraiment d'en parler autour de vous parce qu'il y a encore aujourd'hui plusieurs personnes qui pensent que la colonisation a eu des effets positifs. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.